Écoutez, c'est vite vu. Je vous ai mis le graphique. On voit tout de suite l'évolution. Donc c'est sur le long terme, hein, c'est sur une douzaine d'années, mais on voit surtout que depuis, je dirais, fin de 2007, début 2008, ça s'est accéléré. On voit que toutes les matières premières, donc vous avez un indice global, mais j'ai mis également l'or, le pétrole, les matières premières agricoles, toutes ont connu une forte croissance. A contrario, et on peut mettre ça en parallèle, la ligne rouge, qui est la ligne du bas, eh bien, c'est l'indice boursier des actions mondiales, qu'on appelle le MSCI World, donc vraiment l'indice représentatif des actions monde. Donc on voit que la courbe rouge, alors attention à l'échelle, on part d'une base de 100 en 1999 pour finir à 109. Donc finalement sur plus de 10 ans, bah, écoutez, c'est une progression, je dirais, qui est très très légère. Et à contrario, on voit la ligne jaune, la première ligne, c'est le pétrole. On est parti également d'une base 100 pour terminer à 1026. Donc plus de 10 fois, je dirais, donc l'investissement initial. Nous allons donc poursuivre pourquoi donc cette forte évolution et cette décorrélation par rapport au marché financier. Donc je dirais que c'est essentiellement lié à l'offre et la demande, hein. Donc si on revient sur les fondamentaux et que l'on regarde qu'est-ce qui fait évoluer le cours des matières premières, c'est avant tout la demande. La demande, elle est, je dirais, elle est faite par trois vecteurs principaux, qui est la démographie, l'économie et l'énergie. Quand on dit l'énergie, c'est aussi les économies d'énergie, hein. Donc ça englobe l'énergie au sens large. Aujourd'hui, on le sait, on a fêté, je dirais, il y a, je crois, hier ou avant-hier, le 7 milliardième donc personnes dans le monde, sur la Terre. Donc 7 milliards de personnes, donc une forte croissance démographique. Donc bien entendu, bah, cela entraîne des besoins à la hausse en matières premières. Ça s'accompagne également d'une croissance des revenus. Et ça, vous le voyez concrètement dans les pays émergents. Je dirais le principal, hein, si on peut encore le qualifier de pays émergent, c'est notamment la Chine, avec donc une urbanisation et une industrialisation assez forte. L'économie, bah, c'est un changement, donc, je dirais, du contexte économique, comme je le disais, hein, des pays qui deviennent de plus en plus riches, des pays notamment donc, en voie de développement, hein, qui deviennent peu à peu des pays développés, donc des besoins spécifiques. La croissance économique mondiale, même si elle est mise à mal, hein, depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais tout de même, donc historiquement, une croissance économique marquée. Et puis enfin, donc, des matières premières qui peuvent offrir aussi une diversification et être vues comme une classe d'actifs pour un portefeuille boursier. Et ça, c'est un phénomène qui est plus récent, hein, c'est-à-dire que on constate un peu une financiarisation des matières premières. On sort un peu du contexte fondamental, c'est-à-dire des besoins pour construire, pour se développer, et on y met une connotation financière. De l'autre côté, de la balance, je dirais, et là, malheureusement, c'est là où il y a un fort déséquilibre, c'est l'offre. L'offre, elle est sous contrainte. On le sait tous, on en entend parler, les réserves de pétrole, les minières, tout ça, d'une part, ça demande des coûts de recherche très importants, et par définition, ce ne sont pas des ressources illimitées. On sait qu'on est, je dirais, soumis aux aléas climatiques, aux aléas donc de l'urbanisation. Et également, depuis peu, je pense que les investisseurs, et en tout cas le monde financier, a remis ça sur le devant de la scène, mais ça a toujours existé, mais ça a été remis sur le devant de la scène, c'est le risque géopolitique. Hein, donc on l'a vu notamment avec les événements dans les pays du Moyen-Orient, qui sont par définition des pays producteurs de matières premières, que ce soit le pétrole, hein, on a vu des chocs sur le pétrole, que ce soit les événements de la Libye, de la Syrie, de l'Iran, etc., mais également sur les autres matières premières. Il n'y a pas que le pétrole qui est concerné. Alors, je prends par exemple l'exemple du pétrole, donc qui est, je dirais, la matière première qui nous parle à toutes et à tous parce que, bah, écoutez, que ce soit au niveau du fuel pour le chauffage, de la voiture, etc. Le pétrole, c'est une utilisation qui est devenue plus que quotidienne et on n'y fait même plus forcément attention. Simplement, je vous ai mis un graphique qui montre simplement qu'il y a un déséquilibre entre la production donc, de pétrole, hein, de brut, et la demande qui est croissante. La demande, c'est le diagramme que vous voyez en violet clair.
Et là, vous voyez concrètement que 2011, on est à peu près à l'équilibre, mais que 2012, ça y est, la demande va être supérieure à la production. Cette demande va être croissante. Là, c'est un graphique qui va de 2012 enfin jusqu'en 2016, mais le graphique sera le même si on allait plus loin. Et à contrario, vous avez une production qui est décroissante. Alors, on met un bémol à la production de pétrole de brut. Quand je dis la production, ça n'est pas. Il faut prendre en compte que la production est en décroissance, mais qu'à côté de cela, bien sûr, vous avez donc de la prospection. Mais la prospection pétrolière, ça prend du temps. C'est pas parce que vous avez découvert des ressources pétrolières que la production se fait automatiquement 6 mois après. Il faut forer, ça demande des investissements colossaux, des succès qui sont parfois mitigés. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, mais voilà, le déséquilibre, il est quand même flagrant et il devrait perdurer. Même chose si on regarde, je dirais, les matières premières agricoles. Donc les matières premières agricoles, ça sert bien sûr pour s'alimenter, mais ça sert également, je vous rappelle, pour tout ce qui est les économies d'énergie ou des sources d'énergie, je dirais, plus vertes, plus écologiques. Et donc si on regarde les matières premières, alors d'une part, depuis 2010, l'évolution est assez mitigée. Donc ça, c'est sur une courte période. On l'a vu sur une longue période. Donc sur une longue période, la hausse, elle est très forte. Sur des périodes plus courtes, nous sommes soumis à des aléas climatiques. Et là, on le voit, c'est par exemple si on prend le cas du blé, c'est la courbe jaune. On voit que on peut monter très vite en prix, mais on peut également très vite redescendre, sur du court terme, je parle bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que l'offre de matières premières, l'offre de matières premières agricoles, est dépendante d'aléas que nous ne pouvons pas maîtriser ou nous ne pouvons pas mettre de probabilité là-dessus. Il y a eu des fortes pluies au Canada. Le Canada, c'est le second exportateur mondial de blé, donc forcément un impact sur les cours. Ensuite, vous avez une sécheresse en Russie, quatrième exportateur mondial, sécheresse en France, des fortes pluies dans l'Europe de l'Est. Bon, voilà, tout ça, a des impacts à court terme sur l'évolution des matières premières agricoles. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il n'y a pas que le raisonnement financier. On sait tous que oui, nous avons besoin de plus en plus de matières premières. Oui, il va en falloir parce que la population mondiale augmente. La population mondiale, ou en tout cas certains pays, ont tendance à s'enrichir, donc à consommer plus. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, attention, on peut avoir des chocs sur des périodes beaucoup plus courtes. Et ça contribue notamment à faire monter les prix. L'autre point, alors le point principal, je parlais de c'est la population, c'est la démographie. Donc comme je vous disais, là je vous ai mis simplement un graphique, une étude d'un cabinet américain qui montre que le pourcentage de population vivant dans les villes, ou en tout cas l'urbanisation, va être de plus en plus forte, et ce, notamment dans les pays émergents. C'est une tendance qui a été déjà mise en place dans les pays développés, c'est-à-dire que de plus en plus de gens dans les pays développés, qui sont en Europe, aux États-Unis, vivent dans les villes et quittent les campagnes. A contrario, aujourd'hui, l'Asie ou l'Amérique latine et l'Afrique sont encore des pays où la population vivant, je dirais, dans les zones rurales est encore très importante. L'enrichissement, le besoin de chercher du travail, voilà, ça va contribuer à une forte urbanisation. Quand on dit urbanisation, ça veut dire déconstruction. Juste pour information, ayez ça dans l'esprit, c'est des chiffres, je dirais, qui sont assez simples à retenir. D'ici 2020, la Chine aura au moins 220 villes de plus d'1 million d'habitants. Ça veut dire 220 millions d'habitants, juste dans des villes. Et notamment 8 villes qui auront plus de 10 millions d'habitants, ce qui est colossal. Donc en 8 villes, ce sera plus que la population française. Et ce que l'on attend notamment en Chine, c'est donc une migration des zones rurales vers les villes, et notamment d'ici ces 15 prochaines années, une migration de 350 millions de personnes en Chine. 350 millions de personnes, je vous rappelle, c'est plus que la population des États-Unis dans leur ensemble. Donc c'est quelque chose de colossal. Donc la démographie, l'urbanisation, ça va également contribuer à une demande accrue des matières premières et à renforcer ce déséquilibre que l'on constate aujourd'hui entre l'offre et la demande. Et cela va bien sûr de pair
avec l'augmentation du niveau de vie. Donc c'est le graphique du bas, où on voit donc que l'augmentation du niveau de vie d'ici 2020, et aujourd'hui, où il y a quelques années, on était plutôt à 82,5% de la population, je dirais, qui avait des revenus inférieurs à 5 000 $. A contrario, on y seront plus que 20% d'ici 2020. Et on aura une classe d'une part à revenu élevé qui va grossir, et également l'apparition d'une classe moyenne. Et donc, bien sûr, de la consommation d'autant plus importante. L'exemple, je dirais, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'alimentation. Vous pouvez voir que lorsque les pays ont tendance à, je dirais, à se développer, et en tout cas les populations à s'enrichir, il y a une consommation qui est faite, une consommation, je dirais, de viande qui devient plus importante. Et c'est ce que je vous illustre, notamment, donc vous voyez sur le graphique de gauche l'évolution de la consommation mondiale de viande, donc qui a tendance à croître. Et on pourrait se dire, oui, ça croît tranquillement. Mais si on regarde ce que vous avez mis les chiffres à droite, ce sont des consommations qui sont de plus en plus importantes et qui vont être très importantes, notamment dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays émergents consomment en moyenne 35 kg de viande par personne. La consommation moyenne d'un pays développé, donc c'est 83 kg. Donc vous avez une marge qui est très très forte. Je ne parle même pas des États-Unis qui eux sont à 122 kg, mais c'est peut-être trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un juste milieu. Donc on peut constater qu'il y a un écart très très fort et une croissance de la consommation, en tout cas de viande, dans les pays émergents. Cette consommation de viande a un effet direct sur les matières premières agricoles. Et je vous ai mis des chiffres. Pour produire 1 kg de bœuf, je vous rappelle que le bœuf c'est la première viande qui est consommée, je dirais, dans les pays émergents qui sont en train de se développer et de s'enrichir, c'est d'abord le bœuf. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut consommer 7 kg de céréales. 1 kg de porc, 4 kg de céréales, 1 kg de poulet, 2 kg de céréales. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter le rendement agricole. On sait que les terres ont tendance à s'amoindrir, à s'appauvrir également, mais la surface également à s'amoindrir parce que l'urbanisation. Et il faut cependant augmenter les rendements agricoles afin de satisfaire la demande. On sent bien qu'à un moment donné, ça ne va pas être possible. Voilà, on risque d'arriver à un déséquilibre d'autant plus fort. Je vous l'ai montré sur le pétrole, je vous l'ai montré sur les matières premières agricoles. Mais c'est général à toutes les matières premières. L'autre point important, ce sont les dépenses d'infrastructure. Alors je vous ai mis des plans de métro. Voilà, on peut voir le plan de métro de Paris, de Tokyo, de Londres. En Chine, le plan de métro en 2008, vous voyez donc juste 1, 2, 3, 4 lignes. Voilà ce qui devrait être en 2050. Et là, on y voit beaucoup moins clair. L'Inde, en 2011, voilà où on en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et on sait tous que l'Inde, vu le nombre et vu la population, c'est pareil. Le plan de métro et les infrastructures au niveau des métros et des transports vont devoir se développer d'autant plus. Il faut savoir que les dépenses d'infrastructures, c'est 22 000 milliards de dollars de dépenses d'ici 2018. Donc ça va être également les dépenses d'infrastructures, je vous rappelle, ce sont les métaux, le cuivre, le fer, l'aluminium, etc. Donc c'est simplement pour vous illustrer, le plan de métro, je trouve il illustre bien, ça montre d'une part des besoins en infrastructure de transport, mais ça montre que si on a besoin d'infrastructures de transport, c'est que les villes se développent. De l'urbanisation, donc besoin encore plus de consommation dans ce secteur. Alors, je vous ai mis l'exemple de la Chine parce que quand on parle des pays émergents, je dirais, on sait tous que la Chine est un des grands consommateurs de matières premières. Voilà, je vous ai mis simplement la part de la Chine dans la consommation de métaux dans le monde. Et on voit bien que la part de la Chine, c'est minimum quasiment entre un quart et un tiers de la consommation de tous les métaux, jusqu'à même 58% de la consommation mondiale du minerai de fer. Et dans le pétrole, c'est également une part croissante. Donc si on ramène même le charbon, l'acier, le zinc, l'aluminium, le minerai de fer, le cuivre, ramené à la population mondiale totale, par rapport à la population de la Chine, ce sont des chiffres extrêmement importants. Oui, la population chinoise est nombreuse, mais ramenée à la population mondiale, ces chiffres sont très très impressionnants. Donc la Chine, de toute façon, on le sait, lorsque le prix du pétrole baisse, achète du pétrole. Lorsque le prix des métaux précieux ou des métaux, je dirais, des ferreux baisse, achète également. Elle en profite pour renforcer ses réserves parce qu'elle en a besoin pour les différentes constructions dont je vous ai parlé précédemment. L'autre point, c'est qu'il est apparu depuis quelques années des nouveaux facteurs de demande.
les nouveaux facteurs de demande, ce sont essentiellement aujourd'hui liés aux aspects environnementaux. Alors c'est plus présent aujourd'hui dans les pays développés, mais les pays émergents, ils font également attention aujourd'hui, c'est les voitures. Dans les voitures hybrides. C'est les éoliennes, ce sont les panneaux solaires, les nouvelles constructions, je dirais que ce soit des logements d'habitation pour habitation ou pour le travail, les bureaux, des immeubles écologiques. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs dans les nouveaux plans de construction, même autour de nous, où voilà, ils n'hésitent pas à afficher respect de l'environnement, écologie, etc. Et il faut savoir qu'à titre d'exemple, la production de maïs aux États-Unis, 40% de la production de maïs, elle n'est pas liée à l'alimentaire, elle est liée à tout ce qui est énergie renouvelable. Voilà, donc il y a un nouveau, je dirais, un nouveau virage qui est pris. Avant, on produisait pour s'alimenter. Aujourd'hui, ce n'est pas la part principale de la production et de la consommation des matières premières. Alors, on a eu, je dirais, avec la catastrophe malheureuse du Japon de Fukushima, également, on peut voir que certains pays réfléchissent un peu plus à leur production d'énergie et à leur ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire comment on produit l'énergie dont on a besoin. Certains pays vont sortir du nucléaire comme l'Allemagne, et d'autres pays sont en réflexion pour vraiment donc diversifier ça, les énergies vertes, le gaz, le charbon, l'éolien, le solaire. Donc c'est pareil, pour construire une éolienne, eh bien, ça requiert énormément de métaux. Les panneaux solaires également. Donc voilà, on voit qu'il y a des changements et qui ne sont, il n'y a pas de substitut. Si vous voulez par exemple un pot catalytique, c'est notamment fait à base de platine et il n'y a pas de substitut. On ne connaît pas un substitut aujourd'hui existant pour remplacer le platine dans la construction donc, de voitures hybrides et de pots catalytiques. Or, les pots catalytiques aujourd'hui, c'est obligatoire pour la construction de tout nouveau véhicule. L'autre facteur qui contribue également à ce déséquilibre, aujourd'hui, et là on va en parler, ce sont les marchés financiers. Pourquoi? Les matières premières, jusqu'à il y a quelques années, étaient simplement utilisées pour répondre à des besoins de consommation, des besoins de construction. Aujourd'hui, les marchés financiers se sont intéressés à ces matières premières-là, et ces matières premières, et les considèrent comme, d'une part, une protection contre le risque d'inflation, et on le voit notamment donc, entre la croissance des pays émergents et le prix des matières premières. Lorsque les pays émergents enregistrent des fortes croissances, le prix des matières premières a tendance à monter d'autant plus fort. C'est également une protection contre des risques politiques. Alors attention à cela parce que, je le dis bien, il y a également quand même des risques géopolitiques dans les matières premières, mais les matières premières généralement sont, je dirais, une protection contre une instabilité, des incertitudes. Et quand je parle de risques politiques, aujourd'hui, ils sont fortement présents. Et c'est également une protection contre les risques souverains. Donc le problème de la dette européenne, la dégradation de la note américaine par Standard & Poor's, les matières premières offrent une diversification importante au sein d'un portefeuille et les marchés financiers prennent aujourd'hui cela en compte. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une financiarisation des matières premières. Et cela a notamment été fait par les ETF. Les ETF, donc les trackers, les certificats, donc tous les supports pour investir dans les matières premières. Deux graphiques pour montrer simplement les flux de capitaux. Aujourd'hui, les actifs sous gestion, donc des ETF, donc qui reproduisent des indices de matières premières, sont supérieurs à 380 milliards de dollars. Donc une somme colossale, avec une très très forte explosion des encours depuis les 5 dernières années seulement. Ces produits, les ETF notamment, ils ont démocratisé, si vous voulez, l'accès aux matières premières. Aujourd'hui, on a un très large choix de matières premières, des stratégies, voilà. Donc, analyser juste l'offre et la demande de matières premières pour une consommation réelle, donc pour des besoins réels des populations ou de construction, ça n'est plus le seul effet à prendre en compte aujourd'hui. Il y a un effet de flux, et de flux qui sont liés donc au marché financier et à la demande des marchés financiers. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait une très forte décorrélation entre les matières premières et les marchés actions. C'est-à-dire que lorsque les marchés actions montaient, montaient les matières premières, montaient également mais en moindre mesure. Par contre,
en cas de secousse sur les marchés actions, les matières premières avaient plutôt tendance à bien se comporter. Parce que, comme je vous le disais, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de manger, que les marchés actions baissent ou ne baissent pas, vous avez besoin de consommer de toute façon, sur des besoins, je dirais, des besoins fondamentaux, sur des bases fondamentales. Aujourd'hui, on constate que depuis, et notamment ça a été constaté avec les dernières crises boursières, hein, on peut faire des études un peu plus poussées, les actions, les marchés actions et les indices de matières premières sont beaucoup plus corrélés. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se comporter de la même manière. Et oui, ça offre une diversification, mais en cas de choc très fort, et en cas de choc fort, je dirais, donc sur les marchés financiers, les matières premières baissent avec. Pourquoi? Les investisseurs considèrent aujourd'hui les matières premières comme une classe d'actifs à part entière dans un portefeuille. Ils peuvent y avoir accès assez facilement via les ETF, donc ils n'hésitent pas à acheter des matières premières via donc, des supports, je dirais, financiers. Par contre, lorsque ça commence à secouer, lorsque vous avez de la volatilité beaucoup plus importante, lorsque vous avez besoin de liquidité, eh bien, vous les vendez également. Voilà. Vous vendez également parce que vous ne vous posez plus la question de vous dire oui, les matières premières ont fait une décorrélation, la croissance à long terme et autres. Non. Si vous avez besoin de liquidité, vous vendez ce que vous pouvez vendre. Donc, notamment les matières premières. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est attention lorsqu'on analyse l'évolution du prix des matières premières aujourd'hui. Ça n'est pas comme il y a 10 ans. Il y a l'effet des produits financiers qui est important. La demande, l'offre et la demande fondamentale, comme je vous l'ai montré, c'est important, mais il y a également aujourd'hui tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est maintenant flux de produits financiers, flux des investisseurs ou sortie de capitaux de ces produits-là. Donc voilà pour je dirais, les informations sur tout ce qui est le déséquilibre de l'offre et la demande et les matières premières en général. Pourquoi ça monte, des équilibres offre et demande, et aussi pourquoi je dirais l'importance, comment lire aujourd'hui et pourquoi il faut faire attention à l'importance des flux financiers au sein des ETF. Alors, un cas à part, le cas de l'or. Le marché, c'est un marché aussi, hein. Je vous ai mis un graphique depuis 2003 du cours de l'or. Aujourd'hui à 1765 $ l'once à aujourd'hui. Un marché aussi depuis plus de 10 ans, qui a plus que doublé sur les 5 dernières années. La crise financière a accéléré la tendance. Comme je vous disais, les fondamentaux sont favorables à l'or. Et vous avez, attention, je le précise encore, le rôle des ETF. Les stocks d'or amassés par les ETF à fin juillet, c'est 123 milliards de dollars de stocks d'or amassés juste par les ETF. Donc c'est 46% de hausse en 11 mois sur le stock d'or, juste au niveau des produits financiers, je parle bien. Et je parle simplement des ETF, après vous avez d'autres produits dont je parlerai. Mais les produits, je dirais, les plus accessibles, en tout cas aux particuliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? En limitant sa rareté, et en le rendant accessible aux investisseurs, ce que je dis, on lui a donné une dimension spéculative. Le rendement moyen annuel sur 10 ans, c'est 20% par an. C'est imbattable. Voilà, donc c'est imbattable. Mais il faut avoir en compte cette notion financière. Alors, qu'est-ce qu'il en est, je dirais, aujourd'hui? Aujourd'hui, la hausse de l'or s'est faite donc au gré des crises économiques que l'on a pu connaître. Je vous rappelle qu'on a fait un plus haut à 1921 $ l'once en septembre. On a un petit peu corrigé depuis, on est reparti à la hausse avec les évolutions de la crise pour être à 1763 $ aujourd'hui. Il faut savoir que, comme je vous dis, le critère financier est important. Donc, pourquoi on a eu des petites secousses dernièrement? C'est simplement les investisseurs recherchent la liquidité. Quand vous cherchez la liquidité, vous vendez ce que vous pouvez vendre. Vous avez bien gagné sur l'or, vous prenez des bénéfices et vous vendez donc votre or. Et on l'a vu dans la crise de ces dernières semaines, les marchés financiers ont baissé, mais l'or également. Donc ayez-le à l'esprit, ça a été lié. Par contre, il y a des facteurs de soutien à long terme. Et on va rejoindre toujours ce qui est la demande d'or. La demande d'or, il faut savoir que les découvertes en or, depuis qu'on arrive à les monitorer, donc ça remonte au 19e siècle, les découvertes globales, c'est environ 166 000 tonnes d'or qui ont été découvertes au total dans les mines.
166 000 tonnes d'or. Qu'est-ce que ça représente? Parce que bon, c'est un cube de 20 mètres sur 20 mètres. Voilà. Tout le stock d'or qui a été découvert depuis que l'on monitore ça, donc je dirais depuis le 19e siècle, 166 000 tonnes d'or, ça tient dans un cube de 20 mètres de côté. Voilà, donc quand on visualise ça, c'est pas si important que ça, malgré le sujet de 166 000 tonnes d'or. Donc vous avez une demande qui est extrêmement forte. La principale demande aujourd'hui, c'est la joaillerie. Donc c'est pour la consommation privée. Alors, il y a une connotation, je dirais, qui est culturelle en Inde, ou religieuse, hein, culturelle et religieuse en Inde, en Chine, où il y a de très fortes demandes d'or. La demande d'or, lorsque vous vivez en Inde ou en Chine, ce n'est pas parce que l'once d'or passe de 1500 $ à 1900 $ l'once que vous allez acheter ou pas acheter le bijou. Vous l'achetez. Pourquoi? Parce qu'il y a une classe moyenne qui s'enrichit, il y a une classe extrêmement riche également qui est en forte demande de bijoux et de produits aurifères. Donc, je dirais, bon an mal an, l'évolution du prix de l'or n'a aucun impact sur cette demande-là. La demande en joaillerie, c'est quasiment la moitié de la demande mondiale en or. Donc, ayez-le à l'esprit, tant que cette demande-là va se développer, il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande d'or. L'autre point important, ce sont les banques centrales. Les banques centrales sont aujourd'hui, notamment les banques centrales émergentes, acheteuses en or. Elles ont acheté plus de 200 tonnes d'or sur le premier semestre 2011. On n'était qu'à 73 tonnes d'or l'année dernière, hein, en équivalent. Donc vous voyez que la demande a quasiment triplé aujourd'hui. L'or, c'est une valeur refuge, par définition. C'est une valeur refuge, ça vous protège de... vous allez le voir. Alors, pardon, avant d'arriver à la notion de valeur refuge, juste pour l'offre, je vous le disais, 166 000 tonnes d'or découvertes, un cube de 20 mètres cubes, et surtout une production qui est stagnante. Elle n'augmente pas. La production, on a beaucoup de mal à augmenter la production d'or. Il y a de la prospection, mais ça reste aujourd'hui encore très très faible. Et on estime que le pic de production devrait être atteint aux alentours de 2012-2013. Parce qu'il y a de nouvelles mines qui vont rentrer donc, en production. Mais au-delà de ça, on n'a pas de visibilité sur la production d'or à long terme. Donc vous voyez que voilà, cette production, elle est stagnante, alors que comme je vous l'ai montré, la demande, elle est encore très très importante. Alors, pourquoi investir sur l'or? Il y a différents critères. D'une part, ça vous protège de l'inflation, comme je vous disais sur les matières premières. Lorsque vous avez une forte demande, une forte croissance de l'inflation, les matières premières ont tendance à monter avec l'inflation. Donc ça vous protège, vous montez tout comme l'inflation. L'or fait office de valeur refuge, je vous l'ai dit. Donc l'or, ça vous protège en cas de crainte sur la croissance économique, sur des chocs comme on peut connaître aujourd'hui, sur les dettes souveraines. Donc c'est d'autant plus d'actualité. Lorsque vous avez des chocs sur les devises également. Vous payez votre... l'or se paye en dollars, je vous rappelle. Donc lorsque le dollar faiblit, vous avez tendance à pouvoir acheter beaucoup plus. Lorsqu'il y a des secousses, le dollar monte, vous allez acheter moins. Mais voilà, donc plus il y a de volatilité de mouvement sur les devises, et plus les fluctuations sur l'or peuvent être importantes. Les flux des ETF, je vous le rappelle, aujourd'hui c'est plutôt neutre, hein, il y a beaucoup de flux, mais ça tendance à se calmer parce que nous sommes en période de crise, besoin de liquidité, mais il n'y a pas de décollecte massive aujourd'hui hein, sur les produits financiers indexés à l'or. Et puis enfin, un phénomène qui va durer sur le long terme, c'est la diversification des réserves des banques centrales. Voilà, la banque centrale chinoise notamment est acheteuse d'or. Lorsque le dollar baisse, elle en achète plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de diversifier leurs réserves d'or. Ils ne veulent pas avoir que du dollar dans leur portefeuille. Ils diversifient, que ce soit de l'euro ou bien que ce soit des matières premières, mais des matières premières avec une connotation de valeur refuge comme l'or. Alors, tout ça, c'est bien, mais comment investir? Alors, il y a différentes possibilités hein, pour investir sur les matières premières. Les matières premières, d'abord en physique. Alors, ça peut poser des problèmes. C'est gérable pour l'or. Hein. Je vous rappelle que Corsal Conscience France permet d'acheter de l'or physique, de le stocker pour vous et de gérer toute la sécurité donc, qui est liée au stockage d'or. Donc ça, c'est un avantage concret. Vous pouvez acheter de l'or physique via Corsal Conscience France.
L'argent est également une matière que l'on peut stocker, hein, que ce soit des pièces en argent, donc ça c'est faisable. Par contre, ça devient beaucoup plus difficile si on commence à parler de pétrole, de soja, ou matière première agricole. Et là, à vous de le stocker. Donc, à vous de l'acheter, à vous de le stocker. Donc, et de vous le faire livrer. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les particuliers. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des futurs, des contrats à terme. Là, vous avez des forts barrières à l'entrée. C'est là où il y a des appels de marge, on en a parlé, hein, donc des dépôts de garantie, des appels de marge. Ce sont des marchés financiers, un côté notamment à Chicago. Donc, ce sont des produits financiers qui nécessitent généralement des encours très très élevés. Donc, c'est plus utilisé par les producteurs de matières premières pour se couvrir contre des risques, je dirais, climatiques et des risques géopolitiques. Autre chose, le produit, je dirais, accessible à tous et à toutes, ce sont les ETF et les certificats. Voilà, les ETF, c'est adossé au prix des matières premières. Un ETF or est adossé à l'or. Et comme je vous le disais, un ETF or, lorsqu'on l'achète, donc on augmente sa capacité et ses actifs, il est concrètement obligé d'acheter de l'or derrière et de le stocker. Donc vous avez c'est lui qui s'occupe du stockage. Donc vous pouvez acheter du pétrole, vous avez vu, des matières premières agricoles, il y a beaucoup de choses. Les ETF, il faut savoir les lire, attention. C'est à la mode, sur les matières premières, donc vous avez des produits de plus en plus complexes qui se créent. Des ETF qui ne répliquent pas forcément la matière première en direct, mais qui sont liés à des indices de matières premières. Quand on dit indice de matières premières, il faut déjà savoir ce que comporte l'indice. Je vous rappelle à titre d'exemple, vous avez des indices de matières premières agricoles, vous en avez qui vont inclure du bétail, certains qui ne vont pas inclure le bétail. Voilà, on peut commencer à être beaucoup plus fin, je dirais, sur l'analyse de ces produits-là. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Lorsque vous achetez un ETF, vous voyez matière première agricole, donc on dit soft commodities, c'est le terme qu'est-ce qui réplique derrière. Est-ce que ce sont des matières premières agricoles en direct? Et donc là, vous avez concrètement le prix de la matière première, mais ça a tendance à être de moins en moins, je dirais, courant. Et sinon, vous avez des stratégies beaucoup plus élaborées, et c'est ce qui a tendance à se créer aujourd'hui. Et là, lorsque vous achetez un ETF, vous n'êtes pas forcément conscient de la stratégie qu'il peut y avoir derrière. La stratégie, lorsque vous répliquez un indice, vous répliquez des futurs, donc comme je parlais avant des contrats à terme, vous avez des écarts entre le cours réel et le cours futur. Et l'ETF est impacté par cela. Donc voilà, vous avez également des produits en dollars, de plus en plus qui sont libellés en euros, mais qui derrière sont investis en dollars. Ils ne se couvrent pas contre le risque de change. Donc vous pouvez vous dire, j'achète un ETF sur le pétrole, tiens le pétrole monte, mais pourquoi je n'ai pas d'argent? Peut-être que le dollar derrière a baissé face à l'euro. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit, les ETF et les certificats, c'est très bien, mais il y a des produits très complexes qui sont commercialisés derrière et qui sont donc peu transparents ou peu lisibles si on n'a pas analysé avant d'investir tout ce qu'il y a derrière et quels sont les réels sous-jacents. L'autre support que vous pouvez avoir, ce sont tout ce qui est les actions en direct. Voilà, vous pouvez vous dire, moi le pétrole, écoutez, je ne peux pas acheter du baril, bien entendu. Les ETF, c'est pas forcément très transparent non plus, ou il y a l'effet de vie, il y a l'effet des cours futurs. Bon, c'est un peu compliqué à prendre tout ça en compte. Je vais acheter du Total ou autre. Alors, les actions en direct. Quand vous achetez une valeur, sur Total, par exemple, Exxon, ce que vous voulez, c'est une faible diversification. Vous avez une valeur pétrolière. Donc il faudra en acheter plusieurs déjà. Vous avez, je vous rappelle, une action, derrière c'est une entreprise, ce n'est pas la matière première en direct. Donc vous avez une composante, je dirais management, une composante entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a des contraintes, elle a des frais, il y a des risques géopolitiques, elle est soumise également aux risques climatiques. Il n'y a pas que la matière première en soi, le pétrole, vous avez des frais de raffinage, vous avez de la chimie derrière. Donc voilà, donc la répercussion du prix de la matière première ne se fait pas directement dans le cours de l'action. Et on le voit bien, il faut comparer le cours de Total par rapport au cours du baril, ça n'a rien à voir. Donc, attention également sur les actions directes. Peu de diversification, et il faut avoir à l'esprit cette répercussion et cette composante, je dirais, managériale, cette composante vie de l'entreprise. Et ça reste des actions avant tout. Donc, lorsqu'il y a crise sur les marchés boursiers, crise des actions, les actions matières premières en pâtissent. Moins pour certaines, mais elles en pâtissent tout de même. Donc c'est pas un produit miracle. Enfin, pour toujours rester sur les actions, je dirais, mais avec une diversification beaucoup plus importante, vous avez les OPCVM, donc les SICAV, les fonds communs de placement.
Alors, vous avez des OPCVM spécialisés, je dirais, donc qui vont investir uniquement sur des valeurs pétrolières, sur des valeurs minières, minières aurifères, sur les matières premières agricoles, etc. Pareil, elles peuvent investir donc, sur les marchés actions, d'une manière plus ou moins diversifiée. Vous avez des fonds qui vont faire des matières premières dans leur ensemble, et qui derrière, c'est le gérant qui va se dire, bah, aujourd'hui, on va plutôt prendre des valeurs pétrolières et moins de valeurs aurifères, ou l'inverse, des matières premières agricoles, etc. Et vous avez des fonds qui vont investir dans des matières premières en direct. Donc, pareil, soit investir sur des futurs, mais on revient donc sur les soucis que l'on peut avoir au sein des ETF et des certificats, soit sur des matières premières en direct, mais ça reste, je dirais, moins commun. Et généralement, c'est plus des stratégies de fonds alternatifs, hein, donc avec de fortes barrières à l'entrée et une connotation spéculative plus importante. Donc, lorsque l'on voit voilà, les différents supports, ayez-le à l'esprit, qu'est-ce qui est faisable? Le physique pour ce que l'on peut gérer, hein, donc l'or par exemple, par Contrat Consors, l'argent également ça peut être stockable, les ETF et les certificats, mais il y a voilà, donc des inconvénients, les actions et les OPCVM. Mais vous voyez de toute façon que toutes ont des inconvénients. Je dirais les matières premières physiques, c'est le stockage et c'est la sécurité. Pour les autres, elles ne vont pas répercuter 100% du prix, ou en tout cas de l'évolution du prix de la matière première qu'ils souhaitent refléter. Donc voilà, ayez-le à l'esprit. Il n'y a pas de solution miracle, en tout cas. Mais il y a des produits voilà, qui peuvent plus ou moins répercuter l'évolution des matières premières. Ce que je voulais vous montrer par ce tableau-là, alors qui est difficilement lisible, mais c'est le but, c'est en gros chaque couleur représente une classe d'actifs, une classe de matières premières. Vous voyez que les couleurs, bon an mal an, le gris est premier en 2010, mais il était dernier en 2008. C'est simplement vous montrer qu'il est très difficile d'arbitrer dans les matières premières, c'est-à-dire de se dire je fais mon portefeuille, j'achète plutôt du nickel, du palladium, je vends le platine, et puis dans 6 mois je vais plutôt sur l'aluminium parce que c'est ça qui est intéressant. Non, ce n'est pas aussi facile. Donc ayez-le à l'esprit, voilà, il faut arbitrer, donc il faut diversifier. Aujourd'hui, là je réponds juste à une question que je viens de recevoir, parce qu'on parlait des actions, notamment des actions minières. On me demande s'il ne serait pas plus intéressant aujourd'hui d'acheter des actions minières que d'acheter les métaux précieux ou les métaux rares en direct. Alors oui, aujourd'hui, il y a une très forte décote, une décote historique entre les minières, et j'aime bien les minières, quand je dis les minières, c'est que les minières de métaux précieux, les minières aurifères, les minières liées aux platines notamment, mais surtout liées à la production d'or, il y a une décote historique entre le cours de l'or et les minières aurifères. Alors, ça s'explique également, hein. D'une part, comme je vous l'ai dit, ce sont des actions. Donc on a vécu comme on est en train de vivre une crise, on en a eu une en 2008, donc des crises assez proches, donc des chocs qui sont répétés, qui impactent les marchés actions, donc forcément qui impactent les minières aurifères, parce que ça reste des actions d'abord. Ensuite, vous avez un risque géopolitique dont j'ai parlé en début. Le risque géopolitique, hein, on l'a vu dans pas mal de pays, et ça, forcément, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique latine, dans certains pays asiatiques ou en Afrique, ça a un impact direct sur la production de l'or. Mais aujourd'hui, cette décote peut sembler intéressante. Enfin, en tout cas, elle paraît intéressante. On voit beaucoup d'articles, hein, en tout cas j'ai lu beaucoup d'articles, y compris chez nous. Nous sommes assez favorables aux minières de métaux précieux, aux minières aurifères, parce que cette décote est très très forte. On peut estimer qu'aujourd'hui, les coûts de production de l'or sont à un taux de 900 000 $. Ça coûte. Hein, pour une société minière à produire, ça coûte environ 900 000 $ l'once d'or. On est sur des cours à 1750, 1760, 1800 $ l'once. Donc, on peut se dire qu'il y a des marges qui sont encore très très importantes. Et aujourd'hui, les résultats des entreprises, en tout cas les perspectives des entreprises qui avaient été publiées, n'ont pas du tout été faites sur des perspectives d'une once d'or à 1700, 1800 ou 1900 $ l'once. On était sur des perspectives à 1400, 1500 $. Donc on pourrait s'attendre à des résultats beaucoup plus favorables aujourd'hui pour les minières aurifères. Des perspectives de croissance plus importantes et ce déséquilibre structurel, hein, donc qui est ce déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande, ça milite toujours pour un cours de l'or, je dirais, élevé, mais le cours de l'or en direct, comme je vous le dis, vous avez une connotation financière et une connotation marché financier, hein, donc importante, que vous n'avez pas aujourd'hui sur les minières. Donc oui, j'aurais tendance à dire les minières aurifères peuvent être attractives. Le bémol,
c'est que ce sont des actions. Donc ayez à l'esprit, ça reste, je veux dire, de toute façon, si les marchés actions baissent, il n'y aura pas de miracle. Mais par contre, vous avez de toute façon un coussin plus important sur les minières aurifères par rapport aux autres entreprises, parce qu'on va s'attendre à des résultats qui devraient être plutôt bons, des perspectives bonnes et un cours de l'or qui reste élevé. Donc oui, les minières aurifères sont aujourd'hui un bon vecteur. Alors, en conclusion, hein, je vous dirais ce qu'il faut retenir, c'est un déséquilibre global entre l'offre et la demande. Donc de toute façon, on est tous convaincus de l'histoire des pays émergents, en tout cas des principaux pays émergents, à savoir un développement encore fort, une croissance, même si elle s'affaiblit, mais qui restera relativement beaucoup plus importante dans les pays émergents que dans les pays développés. Hein, puisque oui, on parle peut-être de récession ou en tout cas de croissance zéro dans les pays de la zone euro hein, ou de l'Europe. On n'en est pas là dans les pays émergents. Même si ça ralentit, ça reste de toute façon des croissances qui resteront fortes à moyen et long terme. Et de toute façon, il y a des besoins où on n'a pas de produits de substitution en matières premières. Donc de toute façon, on sait que la disponibilité, la production de matières premières est limitée et elle aura tendance de toute façon à se raréfier. L'autre point important à prendre en compte lorsque vous regardez les matières premières, lorsque vous voulez investir dans les matières premières, c'est attention donc à l'intérêt porté par les marchés financiers. Donc vous avez des flux financiers. Ce qui veut dire que les matières premières n'apportent plus la même décorrélation que l'on pouvait voir les années passées, où c'était vraiment donc un produit, je dirais, en cas de secousse sur les marchés financiers, sur les marchés actions, les matières premières pouvaient faire office de coussin de protection. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, il y a un coussin de protection, mais lorsqu'il y a un choc important sur les marchés, tout aura tendance à baisser. Parce que, comme je vous l'ai dit, première chose que vous faites, tout baisse, vous vendez, vous cherchez de la liquidité et des liquidités. Donc vous vendez ce que vous pouvez. Et lorsque vous avez bien gagné sur des supports type matière première, c'est plus facile de vendre un support sur lequel vous gagnez beaucoup d'argent que des supports sur lesquels vous perdez de l'argent pour l'instant. L'autre dernier point à retenir, donc c'est les supports d'investissement. Comme je vous dis, pas de solution miracle. Hein, je dirais l'avantage de Quanta Consors France, c'est l'or, je vous le rappelle, hein, le support physique. Là, vous répliquez le cours de l'once d'or, c'est très simple, c'est très visible. Et Quanta Consors s'occupe de stocker ça pour vous et de la sécurité donc qui est à faire. Mais c'est un cas particulier. Pour les autres matières premières, je vous le rappelle donc, il existe différents produits financiers, mais surtout, et ça c'est très très important, hein, il faut être sélectif. Il faut bien comprendre tous les sous-jacents du produit sur lequel vous investissez, que ce soit de l'OPCVM, que ce soit des ETF, comme je vous l'ai dit. Les stratégies au sein des ETF ont tendance à être de plus en plus complexes, car on peut mettre des effets de levier, des effets de devise. Ayez-le à l'esprit, ou tout simplement, hein, est-ce que vous répliquez une matière première en direct, ou est-ce que ce sont des actions? Voilà, ce n'est pas la même chose. Donc ayez ça à l'esprit, besoin d'être très sélectif, de bien comprendre le produit, hein, donc surtout analysez-le bien, et surtout, je dirais, c'est pas besoin d'avoir des compétences financières très poussées, mais c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, selon le contexte économique, ou en tout cas selon la conjoncture ou les perspectives économiques, bien pouvoir adapter le produit qui ira le mieux dans votre portefeuille. Voilà pour la présentation. Merci Jérôme, c'était très complet. Nous étions tout oui. Nous allons voir si quand même quelques questions se posent. Je vous rappelle de toute manière que cette présentation, notamment pour ceux qui viennent d'arriver ou de se connecter, sera disponible donc prochainement directement sur le site Quanta Consors dans la rubrique Vous accompagner webinaire et également donc en corrélation la vidéo correspondante. Merci. Alors, je me permets, j'ai une question sur le marché des futurs. Donc, le marché des futurs, c'est ce que j'appelle les contrats à terme, hein, les produits à terme. Il n'est pas accessible en direct aux particuliers parce que ce sont des montants assez importants. Ça passe par des chambres de compensation, donc il faut déposer, donc, je dirais, certains actifs pour pouvoir investir sur ce type de produit. Donc non, ça n'est pas accessible. Ça peut l'être, comme je vous le dis, via les ETF. Vous avez des ETF qui reproduisent donc les futurs sur matières premières. Simplement, comme je vous le dis, les futurs sur matières premières, ce sont, alors ça porte bien son nom,
on investit sur des cours futurs. Mais vous avez des échéances. Vous avez un futur qui se termine en décembre, un futur en mars, un futur en juin, etc. Lorsque vous arrivez à l'échéance de votre futur, l'ETF, lui, est obligé, si on arrive à fin mars et que que le futur se termine en mars, l'ETF va être obligé de ce qu'on appelle rouler sa position, donc d'acheter le futur du mois de juin, donc 3 mois ensuite. Mais le futur du mois de juin, à quel prix il est? Est-ce qu'il est plus cher? Est-ce qu'il est moins cher? S'il est plus cher, il ne faut pas se leurrer, c'est pas l'ETF qui va prendre la différence, ça va se refléter directement dans la valeur de l'ETF, donc pour l'investisseur. Et là, vous aurez un impact sur le prix. Donc c'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit, c'est que, voilà, oui on peut investir sur les futurs, mais via des ETF, mais les ETF sont liés au prix des échéances donc trimestrielles que l'on peut avoir sur les sous-jacents. Et ça, c'est difficilement lisible, ou alors il faut avoir un conseiller qui peut lui analyser l'offre et la demande et vous dire l'échéance de juin est plus chère que celle de mars, ou à contrario, c'est peut-être intéressant aujourd'hui d'acheter des produits qui permettent d'investir sur les futurs parce que les échéances prochaines sont moins chères. Mais voilà, on rentre dans des choses très particulières. Donc attention, il faut bien faire attention à ça. Et donc ce qu'il faut avoir dans l'esprit, c'est que les ETF ne reflètent pas forcément la réalité des métaux que leur nom indique. Un ETF Gold va pas forcément refléter le prix de l'once d'or. Il peut refléter le cours des minières aurifères. Et c'est là où il faut bien lire ce qui est derrière. Donc ce n'est pas automatique. Et vous, comme je vous le dis, vous avez vous avez une connotation de devise également. Est-ce que l'ETF se couvre contre le risque de change ou pas? Et tout ça, ça va impacter le cours de votre ETF, mais également faire des différences entre le cours de la matière première et le cours de votre ETF. Donc voilà, ayez ça à l'esprit. Pour l'investissement en or, je dirais que les lingots et les pièces sont les supports, je dirais les principaux supports. Aujourd'hui, beaucoup de liquidités là-dessus parce que beaucoup de demandes. Bien entendu, les pièces sont les plus liquides parce que la mise, je dirais, la mise de fonds pour acheter des pièces d'or est moins coûteuse. Donc je dirais que ce sont les plus liquides et les plus échangés, mais il y a une grande liquidité aujourd'hui sur les lingots également. Alors je regarde également donc les questions, alors je dirais des questions plus généralistes, donc entre suivre les cours des actions, donc qui soient des actions pétrolières, des actions minières, et par rapport à leurs matières premières qu'elles exploitent. La corrélation existe, mais elle reste tout de même assez faible. Et elle varie, je dirais, selon le temps. Elle varie selon le temps, pourquoi? Parce que d'une part, comme je disais, c'est une entreprise, donc ça a une vie. Ça a des coûts, ça a une connotation du management, est-ce que le management est bien perçu, pas bien perçu, ça a des projets de développement, de la prospection. Donc je dirais que ça dépend d'une part de la qualité du management, mais ça c'est lié à n'importe quelle entreprise, et également donc au coût qu'elle peut avoir et à la matière première qu'elle exploite. Si je parle aujourd'hui des minières aurifères, les minières aurifères ont une forte décote pour des risques géopolitiques, pour le biais action, etc. Ça c'est intéressant parce que l'or est à un cours élevé, les minières aurifères ont plutôt beaucoup de cash, donc se trouvent plutôt, je dirais, en bonne santé financière. Donc oui, les minières aurifères aujourd'hui auraient tendance à faire un effet rattrapage. Les pétrolières, c'est autre chose. Le pétrole, vous avez des coûts de raffinage qui rentrent en compte. Vous avez une connotation du pétrole qui est liée à la croissance mondiale, beaucoup plus forte. Donc voilà, je serais plus prudent sur les valeurs pétrolières aujourd'hui. Mais je dirais que ça dépend de la conjoncture et ça dépend des perspectives. Mais ça ne reflète pas à 100% le cours de la matière première. Et derrière ça, il faut analyser l'entreprise. Alors, sur les ETF, où est-ce qu'on peut trouver ce qu'il y a derrière? C'est simple, vous allez sur le site de l'émetteur, BNP par exemple c'est Easy ETF, vous allez sur le site Easy ETF, vous regardez les prospectus, certaines sociétés vous donnent tous les sous-jacents, et c'est là où on peut donc voir ce qu'elles détiennent réellement et comment ça fonctionne. Les matières premières, je vous l'ai dit, ça apporte une diversification dans un portefeuille. Je dirais que il faut pas en avoir 50%, c'est pas le but, au contraire. Il faut en avoir, c'est une sorte de diversification. Si vous en avez entre 5 et 10%, que ce soit via donc des matières premières en direct, via des minières, etc.,
ça me semble une poche de diversification intéressante. Il faut bien avoir conscience simplement qu'il y a un choc, toutes les classes d'actifs ont tendance à se comporter de la même manière, et bien s'il y a un choc, donc elles se comporteront de la même façon. Simplement, lorsque ce sont des chocs, je dirais, moins violents, les valeurs liées aux matières premières, qui sont en direct les actions, auront tendance à faire office de valeur refuge. Donc voilà pour les questions. Pas d'autres questions? Alors, je regarde en même temps. Alors, les valeurs aurifères cotées, alors elles sont généralement sont pas cotées sur la bourse de Paris, hein, donc c'est simple. C'est coté essentiellement à Londres. Ce sont des valeurs, vous allez retrouver des valeurs canadiennes, des valeurs d'Afrique du Sud, Australie, Amérique latine, principalement cotées, je dirais, à Londres ou à New York. Voilà, pour les principales. Mais beaucoup cotées à New York, mais qui ont une double cotation, donc c'est Londres et New York. Ça, c'est là où on peut trouver les principales. Il y a des ETF également avec des effets de levier, mais voilà, ça existe. Sur l'or, je ne sais pas particulièrement, mais en tout cas, il y en a sur les matières premières. Et pour simplement terminer, donc sur l'or, je pense que l'or, la tendance à long terme, elle est haussière. Tant qu'on tient les 1600 $ l'once, la tendance elle reste haussière. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, il y a un déséquilibre offre et demande de façon au niveau fondamental. Et puis vous avez cette connotation valeur refuge qui a pris le dessus, je dirais, aujourd'hui dans la crise, et des besoins de diversification des banques centrales, et surtout une demande en joaillerie qui est croissante de la part des pays émergents, donc principalement Chine et Inde, et on le voit, une classe qui s'enrichit, donc il y a en Chine, en Inde, une classe moyenne qui s'enrichit, une classe riche qui devient de plus en plus riche. Donc de toute façon, à long terme, l'or reste, à mon point de vue, haussier. Maintenant, on n'est pas à l'abri de secousses, parce que comme je vous l'ai dit, et on l'a vu, on est passé de 1900 à 1600 $ l'once très rapidement, fin août, début septembre. Pourquoi? Choc sur les marchés, besoin de liquidité. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient rentrés sur l'or, donc pas pour des raisons fondamentales, simplement pour une classe d'actifs dans un portefeuille. Vous liquidez. Vous allez monter à 1900 $ l'once, vous liquidez pour prendre vos bénéfices et avoir de la liquidité. Donc voilà, attention, ça n'écarte pas du tout les secousses à court ou à moyen terme s'il y a des chocs. Maintenant, la tendance à long terme, elle est haussière. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Très bien. Bon, en tout cas, je vous rappelle à nouveau que la présentation sera disponible directement sur notre site Quartal Consort et également la vidéo. Donc, si vous souhaitez revoir les diapos de Jérôme qui sont effectivement très complets. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je reconnais donc souvent les mêmes participants, donc c'est très plaisant à voir. Nous en sommes ravis et j'espère donc vous revoir très bientôt au prochain webinaire. Merci Jérôme et bonne Merci soirée à à vous. tous. Merci, au revoir.